Je n'ai pas peur du silence. J'en ai fait une maison. À 64 ans, on pourrait croire que tout s'apaise. Les corps se fatiguent, les colères se rangent, les souvenirs deviennent des photographies qu'on ressort seulement les dimanches. Chez moi, à Rams, le calme a une odeur de linge tiède et de café refroidi sur un coin de table. Mais il suffit parfois d'une enveloppe, d'un nom imprimé, d'une date au tampon un peu trop rouge pour que le passé se relève comme une bête qu'on croyait endormie. Ce matin-là, j'avais ouvert les volets sur un ciel d'hiver, ce bleu lavé qui donne aux façades une netteté cruelle. La rue était presque vide. 2 voisins, pourtant si bavards d'ordinaire, ont fait semblant de vérifier leurs clés, juste au moment où je passais. Je connais ce balai depuis longtemps. À 24 ans déjà, on me faisait traverser le trottoir sans le dire. On ne m'insultait pas toujours à haute voix. On m'effaçait. C'est souvent pire. Sur la table, il y avait une chemise en carton, épaisse, un peu gondolée sur les bords. Je la garde depuis 40 ans, comme on garde une brûlure sous un pansement propre. Je ne l'ouvre pas souvent, pas par nostalgie, par prudence. Les papiers ont une mémoire plus fidèle que les hommes. En haut, écrit d'une main droite, il y a mon nom de jeune fille, Colette Lemaire. Et dessous, un autre nom que je n'ai jamais réussi à prononcer sans sentir ma gorge se serrer, Sébastien Caron. On m'avait abandonné juste avant mon mariage. Pas après une dispute, pas après un drame visible, non. Après des semaines de sourires qui se défont, de promesses qui deviennent floues, de « on verra » qui remplace les « je te jure ». À l'époque, nous avions déjà la clé d'une maison neuve, toute blanche, dans une petite zone résidentielle à la sortie de Rams, là où les trottoirs sentent encore le ciment frais. C'était notre maison du retour, celle où nous devions rentrer après une lune de miel en Italie, avec des photos dans un album, des rires dans la voiture, et cette idée naïve qu'on pouvait construire une vie en alignant des choses simples. La lune de miel n'a jamais eu lieu, le retour non plus. J'étais enceinte, c'était pas un secret. Je l'avais dit avec cette voix tremblante des femmes qui espèrent être aimées davantage au moment où elles deviennent vulnérables. Il a regardé le test, puis mon ventre encore plat, puis il a eu ce mouvement du menton infime, comme si quelque chose en lui venait de se dérober. Je l'ai compris plus tard. Ce n'était pas la peur d'être père, c'était la peur d'être vu. Quelques jours après, il a commencé à disparaître sans disparaître. Il venait, mais il n'était plus là. Il parlait, mais ses phrases ne tenaient pas debout. Et puis un soir, il m'a dit qu'il fallait mettre de l'ordre, réfléchir, ne pas se précipiter. La veille encore, nous avions choisi les serviettes de table. Ce qui a suivi n'a pas été une rupture. C'était une opération. Il a d'abord tenté de m'isoler. Le groupe d'amis, ceux qui devaient rire à notre mariage, s'est mis à répondre moins vite. Une amie que je croyais proche a détourné les yeux dans une boulangerie. Un autre a prétexté du travail. Je sentais quelque chose circuler, comme une odeur de gaz, invisible et dangereuse. Et un matin, une collègue m'a demandé, la main sur la bouche, si c'était vrai que je sortais avec plusieurs hommes et que personne ne savait qui était le père. Je n'avais pas compris au début l'ampleur de sa lâcheté. Il avait essayé d'acheter leur bouche, pas des inconnus, nos propres amis. Un billet glissé, une promesse, une faveur. Et quand certains ont refusé, quand ils ont compris le piège, la discussion a éclaté. On m'a pas raconté les détails tout de suite, on m'a seulement dit « il est reparti avec le nez en sang ». Il a osé aller en justice avec ses bleus, comme si sa violence à lui, la vraie, celle des mots et des manœuvres, ne comptait pas. Comme si un visage marqué pouvait effacer des semaines de salissure. Et ce qui m'a glacé, ce n'est pas qu'il se sente victime, c'est qu'il y croyait. Moi, je ne criais pas. Je faisais la vaisselle, je pliais le linge, je respirais petit pour ne pas tomber. Et j'apprenais une chose essentielle. Dans ce pays, une femme seule peut être jugée avant même d'avoir parlé. C'est là que j'ai pris ma première décision, la seule qui m'ait sauvée. Je n'allais pas me défendre avec des cris. Je me défendrais avec des dates, des preuves, des papiers. Le silence, oui, mais un silence armé. Ce jour-là, en refermant la chemise en carton, j'ai senti le même froid qu'à 24 ans. Sauf qu'à présent, je savais ce que je valais. Et je savais aussi, sans encore le dire, que l'histoire n'était pas finie. Je revois parfaitement la maison, avant même d'en revoir les pièces.
C'était une construction neuve, une de ces petites maisons alignées à la sortie de Reims, là où la ville se défait doucement en ronds-points et en haies taillées au cordeau. Le crépi était si blanc qu'il faisait mal aux yeux certains jours. À l'intérieur, tout sentait le plâtre sec et le bois frais, comme si la vie n'avait pas encore osé poser sa main sur les murs. Nous avions choisi les poignées de porte comme on choisit un avenir. Sébastien disait « notre » à chaque phrase, notre salon, notre chambre, notre jardin. J'y croyais. Et quand on croit, on ne voit pas toujours les angles. Je travaillais déjà, bien sûr. J'avais appris tôt qu'on ne tient pas debout sans ses propres jambes. Mais j'avais aussi cette faiblesse, celle qu'on appelle parfois tendresse. J'avais envie d'être choisie, d'être épousée, d'entrer une bonne fois pour toutes dans la case rassurante où les gens cessent de poser des questions. La grossesse a tout déplacé. Je ne dirais pas que Sébastien a changé du jour au lendemain. Ce serait trop simple, trop confortable, presque romanesque. Non, il a glissé. D'abord des silences entre deux phrases, puis des absences au moment des rendez-vous. Puis cette manière de regarder ailleurs quand je parlais de l'avenir. Il répondait « oui, oui », mais ses yeux étaient déjà en train de calculer une sortie. Je me souviens d'un samedi matin, on devait aller choisir les alliances. Il a annulé au dernier moment, prétextant une migraine. Je lui ai apporté un verre d'eau. Il a pris le verre sans me regarder. J'ai compris à ce moment-là que quelque chose en lui avait déjà quitté la pièce. Quelques jours plus tard, ce fut la discussion, pas une dispute, une mise au point. Il a parlé d'argent, d'organisation, de responsabilité. Il a osé me dire qu'il ne voulait pas se retrouver coincé, comme si j'étais un piège, comme si l'enfant que je portais n'était pas le sien, mais une erreur administrative. Je ne me suis pas effondrée tout de suite. J'avais cette fierté absurde des femmes qui veulent rester dignes, même quand on les piétine. J'ai attendu qu'il revienne à de meilleurs sentiments. J'ai cru qu'il allait se tenir à la hauteur de l'homme qu'il prétendait être. À la place, j'ai vu le mécanisme se mettre en marche. La première alerte, ce furent les amitiés qui se délitent, les appels moins fréquents, les désolés, je peux pas, qui deviennent une habitude. Une invitée du mariage m'a croisée sur le marché de Boulingrin et a fait semblant de ne pas me reconnaître. Je l'ai vue pourtant. Je l'ai vue sourire à quelqu'un d'autre, 2 mètres plus loin. C'est fou comme on apprend vite à lire les corps quand on a été trahi. La seconde alerte, elle, a été plus sale. Une collègue m'a demandé si je tenais le coup avec tout ce qu'on raconte. Je lui ai répondu sans comprendre. Elle a hésité, puis elle a lâché. Qu'on disait que je couchais à droite, à gauche, que j'avais toujours été comme ça, qu'on ne savait pas qui était le père. Les mots m'ont frappé comme une gifle froide. Pas parce que je doutais de moi, parce que je voyais, enfin, la stratégie. Sébastien ne voulait pas seulement partir. Il voulait que je sois celle qu'on quitte sans remords. Ce que j'ai appris plus tard m'a donné la nausée. Il avait tenté d'acheter les autres. Pas avec de grandes sommes, non. Avec des petites hontes. Un service, une promesse, un billet glissé, un « tu me dois bien ça », comme s'il suffisait de payer pour salir une femme. Et puis il y a eu l'explosion. Certains ont refusé. Certains ont compris qu'il était en train de fabriquer un mensonge collectif. La discussion a dégénéré. Sébastien est reparti avec un nez cassé et 2 yeux noircis. Il a gardé ses blessures comme un costume. Et moi, pendant ce temps-là, je rentrais seule dans une maison neuve qui n'avait jamais été habitée par l'amour. C'est ce soir-là, assise sur le carrelage froid de la cuisine, que j'ai décidé de ne plus courir après la vérité des autres. La vérité, je la mettrais en ordre. Je la daterais. Je la conserverais. Je ne le savais pas encore, mais ce réflexe, archivé au lieu d'hurler, allait me sauver 2 fois. Et il allait, bien plus tard, me rendre quelque chose que Sébastien croyait m'avoir volé pour toujours. Je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal avant lui. J'imaginais des lieux solennels, des hommes sages, une justice qui tranche net. J'ai découvert des bancs trop durs, des couloirs saturés d'odeurs de papier humide, et cette fatigue particulière qui vous tombe dessus quand votre vie devient un dossier. On attend, on ne sait pas combien de temps. On entend des noms, des histoires, des pleurs étouffés. On apprend que la souffrance des autres a la même couleur que la vôtre. Pâle, tendue, silencieuse.
J'étais enceinte de plusieurs mois quand tout a commencé officiellement. Sébastien avait lancé une procédure avec la précision d'un homme qui veut gagner sans se salir. Il ne cherchait pas à savoir comment j'allais. Il cherchait à faire croire que j'étais une femme instable, inconstante, pas fiable. Des mots propres pour dire sale. Quand je l'ai vu entrer, avec son nez encore abîmé, son visage marqué, j'ai compris son plan. Il se présentait comme celui qu'on avait agressé, comme la preuve vivante d'un monde injuste à son égard. Il ne parlait pas encore, mais son visage parlait pour lui. Et autour, certains regards semblaient déjà choisir leur camp. Les gens aiment les évidences faciles. Un homme blessé, une femme enceinte, seule. Dans l'imaginaire collectif, il y en a toujours un qui ment. Je n'ai pas élevé la voix, je ne l'ai jamais fait. J'avais appris trop tôt que les femmes qui s'emportent sont vite cataloguées. Je suis restée droite, les mains posées sur mon ventre comme sur un verrou. Ce qui m'a blessée ce jour-là, ce n'est pas seulement la présence de Sébastien. C'est le vocabulaire. On vous transforme en catégories. On vous découpe en phrases. On parle de votre enfant comme d'un élément d'un litige, comme si la vie qu'il remue en vous n'était qu'un détail. J'entendais des formulations qui me donnaient la sensation d'être un accident, une marge, une faute. Je ne veux pas répéter ces mots. Je refuse de leur donner plus d'air qu'ils n'en méritent. Mais je les ai sentis s'imprimer en moi comme un tampon froid. Au milieu de l'audience, la pièce a basculé d'un cran. L'avocat de Sébastien a produit une attestation. Une simple feuille, datée, signée. Le témoignage spontané d'un ami commun. On y insinuait que j'avais eu plusieurs relations au même moment, que ma moralité était discutable. Pas de preuve, juste une insinuation, comme une flaque dans laquelle on vous force à marcher. J'ai reconnu l'écriture avant même de reconnaître le nom. Une petite façon de faire les T, une boucle au L. Je savais qui avait signé. Et j'ai su aussi avec une clarté glacée qu'on avait dû le pousser, l'acheter, l'intimider. Cette feuille, elle n'était pas seulement une attaque, c'était une trahison intime. Ce soir-là, en rentrant, je n'ai pas pleuré. J'ai sorti ma chemise en carton et j'ai noté à la main le nom du signataire, la date et chaque phrase qui avait été prononcée. J'ai écrit comme on cloue une planche. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que cette attestation aurait un prix. La décision sur la pension est tombée plus tard, après des semaines où je vivais au rythme des lettres recommandées. Une somme dérisoire, l'équivalent de quelques euros par semaine. Une participation presque insultante, justifiée par ces déclarations de revenus et par l'idée, à peine voilée, que certains enfants ne méritent pas grand-chose quand ils naissent hors du cadre. Je suis sortie avec cette phrase dans la tête. On m'avait laissée seule, et on m'expliquait en plus que je devais m'en satisfaire. Je me suis arrêtée sur le parvis. L'air froid m'a fouetté le visage. J'ai posé une main sur mon ventre. À cet instant, j'ai compris que je n'avais plus le droit de m'effondrer. Pas pour moi, pour elle, pour Lucie, qui n'était pas encore née et qui portait déjà, dans les yeux des autres, un fardeau qu'elle n'avait pas choisi. Lucie est née un matin de pluie fine, de cette pluie champenoise qui ne tombe pas vraiment. Elle s'accroche à l'air, elle s'infiltre dans les vêtements, elle vous accompagne sans bruit, comme un chagrin qu'on n'a pas le temps de nommer. À la maternité, j'ai eu droit aux phrases habituelles, celles qui veulent être gentilles et qui tombent parfois à côté. Vous êtes courageuse, vous avez de la chance d'avoir un bébé en bonne santé. Vous verrez, ça vous donnera une raison de vous battre. Comme si j'avais besoin d'une raison, comme si j'avais le choix. Le courage, je ne l'ai pas choisi non plus. Il s'est collé à moi, comme la pluie sur mes manches. Je n'avais pas de grande famille autour. Une cousine est passée 2 heures avec un bouquet trop grand qui ne rentrait pas dans le vase en plastique. Ma mère avait déjà cette manière de regarder ailleurs quand elle ne sait pas comment soutenir. On ne m'a pas rejetée, franchement. On m'a laissé me débrouiller. C'est une nuance qui fait encore mal. Les premiers mois, je vivais dans une maison qui semblait attendre quelqu'un d'autre. Les murs étaient trop propres, trop neufs, comme si aucun rire n'avait encore eu le droit de s'y installer. La chambre que nous avions pensée parentale est devenue, sans que je l'aie décidé, un espace de survie, un lit, un couffin, un fauteuil, et ces nuits où le temps se dilate jusqu'à devenir un désert. Pourtant,
Lucie avait cette force des bébés qui ne savent pas qu'ils dérangent. Elle prenait mon doigt comme si c'était une promesse. Quand elle s'endormait contre moi, je sentais son souffle régulier et je me disais que même si le monde entier décidait de nous regarder de travers, nous aurions au moins ça, une vérité simple, chaude, vivante. Mais le monde, justement, n'aime pas les vérités qui le gênent. Au début, c'était des détails. À la boulangerie, on me rendait la monnaie sans me toucher la main. Au marché, on me parlait plus vite, comme pour en finir. Dans les files d'attente, je percevais des chuchotements qui s'arrêtaient quand je me retournais. Les gens ne sont pas cruels par passion, ils le sont par confort. Ils choisissent toujours le camp qui leur évite de réfléchir. Quand Lucie a eu une place en crèche, j'ai cru respirer. Je travaillais, je m'épuisais, mais j'avais un cadre. La directrice était correcte, professionnelle, le genre de femme qui sourit sans se mêler de ce qui ne la regarde pas. Et puis un jour, en déposant Lucie, j'ai entendu mon nom dans la bouche d'une autre mère, prononcé à moitié comme une faute. Elle ne savait pas que j'étais derrière elle. Elle disait « c'est la fille de... enfin, tu vois ?» Et l'autre a répondu « oui, la pauvre », comme si j'étais une maladie, comme si ma fille était une conséquence honteuse. Je suis restée immobile, une seconde de trop. Lucie a agrippé mon manteau. Elle ne comprenait pas, bien sûr, mais elle sentait mon corps se raidir. J'ai souri. Je l'ai embrassée. Je suis partie sans rien dire. Ce jour-là, j'ai appris une règle. Ne jamais donner à l'ignorance le plaisir de vous voir saigner. Les années ont passé ainsi, à coups de petites humiliations qui ne laissent pas de bleu visible, mais qui creusent à l'intérieur. L'école maternelle, puis l'école primaire ont apporté leur lot de normalité et de piqûres. Lucie était une enfant sage, trop sage parfois, comme si elle avait déjà compris qu'elle devait être irréprochable pour mériter la même place que les autres. Elle ne faisait pas de caprices, elle ne demandait presque rien, elle observait. Et moi, je l'observais aussi, avec cette inquiétude de mère qui se demande ce que son enfant absorbe en silence. Un soir, en rangeant son cartable, j'ai trouvé un dessin froissé. Une maison, un soleil et deux silhouettes. L'une grande, l'autre petite. Pas de père, rien d'écrit. Juste un espace vide comme une porte qu'on n'ouvre jamais. J'ai compris alors que ma lutte n'était plus seulement de payer les factures et d'aller travailler avec la tête haute. Ma lutte, c'était de lui apprendre qu'elle n'avait pas à avoir honte d'exister. La troisième humiliation est arrivée sans prévenir, au détour d'un moment banal, presque administratif. Une réunion de parents en début d'année. Une salle de classe qui sentait la craie et les manteaux mouillés. L'enseignante parlait de sorties scolaires, de papiers à signer, et puis une mère, assise 2 rangs devant moi, a levé la main pour demander si tous les enfants auraient les mêmes autorisations, parce que certains n'ont pas de père pour signer. Le silence qui a suivi a été court, mais lourd. Quelques regards ont glissé vers moi. J'ai senti la chaleur monter sous ma peau, cette envie ancienne de me lever, de répondre, de mordre. Je ne l'ai pas fait. J'ai sorti mon stylo, j'ai pris la feuille, j'ai signé d'une écriture nette, puis j'ai levé les yeux, pas vers elle, vers l'enseignante. Et j'ai dit calmement que j'assumerais toutes les responsabilités nécessaires, comme je le faisais depuis le premier jour. Je n'ai pas cherché à convaincre, j'ai simplement existé. En rentrant ce soir-là, j'ai préparé le dîner, j'ai couché Lucie et j'ai sorti encore une fois ma chemise en carton. J'y ai glissé une copie de l'autorisation signée, la date de la réunion et le nom de l'école. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la prévoyance. Parce qu'à force d'être regardé comme une faute, on finit par comprendre qu'un jour, il faudra prouver qu'on était, depuis le début, une force. J'ai longtemps cru que le travail allait me sauver, pas dans le sens romantique du mot, pas comme une rédemption, plutôt comme une rambarde, quelque chose de solide à quoi m'accrocher quand tout le reste tanguait. Je me levais tôt, j'arrivais avant les autres, je repartais après. Je ne demandais rien, je prenais tout. Les heures supplémentaires, les dossiers compliqués, les remplacements au dernier moment. Je disais oui, comme on dit, je tiens. Et je rentrais le soir avec l'impression d'avoir gagné une journée de plus. Lucie grandissait dans ce rythme. Elle connaissait par cœur le bruit de ma clé dans la serrure, le froissement de mon manteau sur le dossier de la chaise, la vapeur de la soupe qui embue les vitres en hiver. Elle ne réclamait pas,
elle attendait. Et ça, c'était déjà une tristesse. Je m'étais juré de ne jamais lui transmettre ma colère, mais je voulais lui transmettre autre chose, la règle d'or, celle qui m'empêchait de devenir amère. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça paraît simple, ça l'est. Mais quand on vous piétine, c'est un effort de tous les jours de rester humaine. Je lui disais aussi une phrase qui venait avec. Aider ne veut pas dire décider pour. On peut tendre la main sans prendre le pouvoir sur la vie de l'autre. Elle hochait la tête, sérieuse, comme si elle comprenait déjà. Quand j'ai obtenu une promotion, la première vraie, j'ai senti quelque chose se redresser en moi. Pas de fierté bruyante, une dignité retrouvée. J'avais un bureau minuscule, une plaque sur une porte et une responsabilité qui ne se discutait pas. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Et surtout, c'était mérité. C'est là que Sébastien a refait surface. Pas pour voir Lucie, pas pour s'excuser, pour contrôler encore, comme s'il avait toujours un droit de regard sur ma vie. Il a d'abord choisi la méthode lâche, le message indirect. Une connaissance commune m'a dit qu'il s'inquiétait, qu'il ne voulait pas que je raconte n'importe quoi à sa fille. J'ai ri, sans joie. J'avais passé des années à me taire, à avaler, à encaisser. Je n'avais jamais fait de scène. Il fallait qu'il invente une parole chez moi pour justifier sa peur. Puis il a tenté autre chose. Un matin, ma supérieure m'a convoqué. Elle avait ce visage gêné des gens qui ne veulent pas se mêler, mais qui ont quand même une information à transmettre. On avait reçu un appel anonyme. Quelqu'un avait souhaité signaler que mon comportement n'était pas compatible avec un poste à responsabilité. Rien de précis. Des insinuations. Une boue jetée, encore. Je me suis assise. J'ai senti l'ancienne brûlure remonter. Je n'ai pas demandé qui appelait. Je savais cette manière de salir sans signer. 4e événement, et il était plus dangereux que les autres. Ce n'était plus la rumeur de quartier, c'était la tentative de me couper les jambes au travail. Sans salaire, je tombais. Et lui le savait. J'ai répondu simplement que je souhaitais que tout soit mis par écrit et que je fournirais les éléments nécessaires. J'avais appris à ne jamais me défendre dans le brouillard. Le brouillard, c'est le terrain de ceux qui manipulent. Le soir même, j'ai ressorti ma chemise en carton. J'y ai ajouté une note datée, le nom de ma supérieure, l'heure de la convocation et une description exacte des mots prononcés. J'ai également demandé dans les jours suivants un entretien formel avec les ressources humaines, sans agressivité, sans larmes, juste une demande de procédure. Les gens ont tendance à reculer quand on les oblige à être clairs. L'appel n'a jamais été prouvé, évidemment. Mais il a eu un effet. Il m'a rappelé que la méchanceté n'a pas besoin de preuves pour faire du mal et que ma seule protection, c'était de rester irréprochable et d'empiler patiemment tout ce qui pouvait un jour dessiner un motif. À la maison, Lucie a remarqué que je parlais moins. Elle a commencé à poser des questions, plus tard le soir, quand les lumières étaient basses. « Maman, pourquoi tu as l'air loin ?» Je lui ai souri. Je lui ai dit que j'étais fatiguée. Et c'était vrai. Mais ce n'était pas toute la vérité. La vérité, c'est que je sentais le piège se resserrer, non pas autour de moi seulement, mais autour de mon enfant. Et que pour la première fois, je ne voulais plus seulement survivre. Je voulais préparer une réparation. Pas une vengeance bruyante, pas une humiliation de théâtre, une leçon, lente et inoubliable. La nouvelle de son mariage, je ne l'ai pas apprise par une lettre officielle, ni par un faire-part. Je l'ai apprise comme on apprend les choses dans une ville, par des phrases lâchées entre deux rayons, par une amie d'enfance qui baisse la voix, par un « tu sais, il s'est posé » qui sonne comme une punition. Sébastien Caron avait épousé une infirmière diplômée, une femme bien, disait-on, une de celles que les gens respectent sans même les connaître. Et elle était enceinte. Déjà enceinte. Quand j'ai fait le calcul, j'ai senti quelque chose de dur me traverser la poitrine. L'enfant à venir aurait 5 mois de moins que Lucie. 5 mois. Cela voulait dire que pendant que je marchais seule dans une maison neuve trop blanche, pendant que je signais des papiers au tribunal avec la main qui tremble, pendant que je cachais mon ventre sous des manteaux trop larges pour éviter les regards, lui avait déjà recommencé ailleurs. Il ne s'était pas arrêté, il avait juste changé de décor. On dit souvent que ce sont les grandes trahisons qui détruisent. Moi, j'ai compris que ce sont les détails. Une date,
un intervalle, 5 mois, une simple mesure de temps qui vous raconte toute la vérité d'un homme. Je ne pouvais pas me permettre de m'écrouler. Je travaillais, je nourrissais mon enfant, je payais des factures. Et pourtant, ce soir-là, assise dans ma cuisine, j'ai eu un moment de vertige. J'ai vu, d'un seul coup, les 2 routes. La leur, pavée de respectabilité, d'un nom dans l'ordre, d'un bébé accueilli avec des sourires. La mienne, pleine de portes qui se referment doucement sans claquer, parce qu'on n'ose pas être cruel, franchement. Ce n'était pas seulement l'injustice qui me révoltait, c'était le rire silencieux, celui des gens qui se sentent confortés. Tu vois, il a refait sa vie, comme si refaire sa vie effaçait la vie qu'il avait piétinée. Et puis, il y a eu les réalités matérielles, celles qui blessent sans bruit. La pension fixée par le juge, dérisoire, arrivait quand elle arrivait. Souvent, elle n'arrivait pas. 1 mois sur 2, puis plus rien. J'ai découvert la mécanique des hommes qui se disent pauvres au bon moment. Ils se déclaraient sans moyens, changeaient de situation, jouaient avec les lignes. Et moi, je devais prouver, encore et encore, que Lucie mangeait, grandissait, avait besoin de chaussures, de cahiers, d'un manteau d'hiver. Je ne voulais pas devenir une mendiante de ce qui revenait à mon enfant. Alors j'ai appris. J'ai appris à lire un relevé, à garder les preuves d'impayés, à noter les dates exactes. J'ai appris que tout ce qui n'est pas écrit finit par se dissoudre. J'ai appris à demander des documents sans trembler, à remplir des formulaires sans honte. La CAF, les attestations, les courriers recommandés, les appels où l'on vous met en attente, comme si votre vie pouvait patienter. J'ai appris cette fatigue administrative qui vous rend vieille avant l'âge, mais qui vous forge aussi une colonne vertébrale. Un jour, en ouvrant une lettre, j'ai vu un chiffre qui m'a fait rire d'un rire sec. Une régularisation minuscule, comme si l'État me disait « Voilà, on a ajusté, ne vous plaignez pas ». Je me suis entendu penser pour la première fois, non pas « je vais tenir », mais « je vais bâtir ». Ce n'était plus la survie, c'était une construction. Pendant ce temps, la famille parfaite de Sébastien s'installait. On le voyait parfois dans les rues, poussette au bras, épaules redressées, comme s'il avait toujours été cet homme-là. Et moi, je passais à côté sans ralentir, le regard fixé droit devant, parce que je refusais de lui offrir la moindre scène. Lucie, elle, grandissait. Elle devenait une petite fille attentive, presque trop. Elle comprenait qu'il y avait un sujet qu'on ne prononçait pas. Parfois, elle fixait les pères à la sortie de l'école avec une expression que je n'oublierai jamais, ni envie, ni jalousie. Une sorte de question posée au monde. Je lui disais, tu n'as pas à être moi, parce que quelqu'un a choisi d'être lâche. Mais il y avait une chose que je ne pouvais pas empêcher. Les autres enfants, les autres parents, les mots qui circulent et qui trouvent toujours une oreille. Je le sentais venir, comme on sent l'orage avant qu'il éclate. Et moi, en silence, je continuais d'empiler des preuves, des dates, des documents. Parce qu'au fond de moi, une certitude commençait à se former, froide et nette. Un jour, ce qu'il avait semé me reviendrait, pas sous forme de haine, sous forme de réalité. Et la réalité, quand elle est bien préparée, finit toujours par demander des comptes. Lucie a eu 13 ans l'année où j'ai compris que la solitude pouvait prendre un autre visage. Jusque-là, je croyais que le plus dur, c'était d'être regardé de travers par les adultes. Je m'étais trompée. Le plus dur, c'est quand votre propre enfant commence à se protéger de vous. Pas parce qu'elle ne vous aime pas, non. Parce qu'elle apprend à ses dépens que l'amour ne suffit pas toujours à vous donner une place tranquille parmi les autres. À l'entrée au collège, tout s'est accéléré. Les enfants grandissent, les mots deviennent plus tranchants, les étiquettes se collent plus vite. Ce n'était pas une agression franche. C'était pire encore, des ricanements, des allusions, des « on sait, nous », lancés comme des cailloux. Lucie rentrait plus silencieuse. Elle posait son sac sans le défaire. Elle allait dans sa chambre en disant qu'elle avait des devoirs, alors qu'elle s'allongeait simplement, les yeux ouverts, comme si elle essayait de tenir son monde en place. Je faisais semblant de ne pas voir au début. Les mères ont parfois cette faiblesse. Elles espèrent que les choses se tassent, qu'un mauvais passage reste un mauvais passage. Je lui préparais ses goûters, je vérifiais ses cahiers, je lui demandais si tout allait bien avec une douceur qui voulait être discrète. Elle répondait « oui », mais ses « oui » étaient creux.
Puis il y a eu ce jour précis, le jour où ma fille a retiré sa main de la mienne. Nous marchions sur le trottoir, après les courses, dans ce petit froid sec de fin d'automne. Je lui ai pris la main par réflexe, comme quand elle était petite. Elle a sursauté et l'a retirée aussitôt, sans colère, sans geste brutal, juste un retrait net, comme si elle s'était brûlée. Elle a regardé ailleurs très vite. Et j'ai compris, ce n'était pas moi qu'elle repoussait. C'était le regard des autres sur nous. Je n'ai rien dit sur le moment. J'ai continué à marcher. Je sentais pourtant quelque chose se fissurer en moi, un endroit fragile que je croyais solide. Chez nous, les blessures ne faisaient pas de bruit. Elles se rangeaient. Quelques semaines plus tard, la 5e humiliation est arrivée, celle qui a changé la nature de ma lutte. Un courrier du collège, banal, officiel, avec ses phrases administratives qui semblent toujours manquer d'air. On nous demandait des documents pour un dossier, une autorisation, une attestation, une information sur la situation familiale en vue d'une sortie et d'une aide possible. Ce n'était pas méchant, pas intentionnel, mais c'est là que le passé se glisse, dans les cases à cocher. J'ai rempli les formulaires. J'ai joint les pièces. Et parmi elles, il y avait une copie d'un document judiciaire ancien, nécessaire pour justifier certains éléments. Je n'ai pas réfléchi à ce que cela pouvait réveiller. Je l'ai fait simplement comme on fait ce qu'on doit faire. Lucie, ce soir-là, a trouvé l'enveloppe sur la table. Elle a ouvert, sans me demander. Elle a lu. Je l'ai su non pas parce qu'elle a crié, mais parce qu'elle est sortie de sa chambre avec une pâleur que je ne lui connaissais pas. Elle tenait la feuille entre ses doigts comme on tient quelque chose de sale. Ses yeux ne me fixaient pas vraiment. Ils me traversaient. Elle n'a pas prononcé de grands mots. Elle a seulement dit qu'elle ne voulait plus qu'on parle d'elle à l'école, qu'elle en avait assez, qu'elle voulait être comme les autres. Et puis, presque à voix basse, elle a murmuré qu'on l'avait appelée d'une manière que je n'avais jamais osé lui dire. Le mot avait circulé. Il avait trouvé sa bouche, à elle. Il l'avait touchée comme un crachat. J'ai senti la colère me monter au visage, une colère ancienne, rouge, prête à éclater. J'aurais pu aller au collège, faire un scandale, désigner les coupables, humilier ceux qui avaient humilié ma fille. Mais je me suis retenue, parce que je savais, le bruit amuse les uns et fatigue les autres. Et je ne voulais pas que Lucie devienne le centre d'une histoire qu'elle n'avait pas choisie. Je me suis assise en face d'elle. J'ai attendu qu'elle me regarde. Je lui ai dit, d'une voix calme, que je n'avais pas honte d'elle, que je n'avais jamais eu honte d'elle, que, si le monde avait décidé de nous classer, ce classement ne valait rien, qu'elle était mon unique enfant, ma lumière, mon cadeau. Je n'ai pas parlé de Dieu, pas pour faire joli, mais parce que je le pensais vraiment. Elle m'avait tenu en vie quand tout tour m'invitait à disparaître. Lucie a serré la feuille, et au lieu de s'apaiser, elle a reculé légèrement, comme si mes mots étaient trop lourds, trop chargés d'amour, presque dangereux. Elle a détourné les yeux. Son visage disait « Je t'aime, mais je ne veux plus porter ça ». Ce soir-là, quand elle s'est enfermée dans sa chambre, j'ai compris que je ne pouvais plus seulement lui apprendre à être forte. Il fallait aussi lui rendre quelque chose, une place propre. Une place qu'on ne pourrait pas salir avec des papiers anciens et des rumeurs neuves. J'ai ressorti ma chemise en carton, j'y ai glissé une copie du courrier du collège, la date, la raison et la copie du document judiciaire. Je n'avais pas de goût pour les guerres, mais j'avais un devoir. Et dans le silence de ma cuisine, j'ai pris une décision qui ne ressemblait pas à une explosion. C'était une ligne droite. Je ne laisserai plus personne écrire l'histoire de ma fille à notre place. À partir de ce jour-là, je n'ai plus travaillé seulement pour payer. J'ai travaillé pour construire un avenir où Lucie n'aurait plus besoin de se justifier. Il y a une différence immense entre survivre et bâtir. Survivre, c'est tenir dans le vent. Bâtir, c'est décider où l'on met les murs. Je l'ai fait sans discours, sans grande promesse. Je n'avais pas envie de lui dire « Un jour tu verras, tout s'inversera ». Les enfants ne vivent pas avec les un jour. Ils vivent avec l'instant, avec ce qu'on leur renvoie dans les couloirs, dans la cour, dans les yeux des autres. Alors j'ai commencé par la seule chose que je savais maîtriser, le réel. J'ai pris des cours du soir, des formations, des certifications.
J'ai accepté des missions qu'on donnait d'habitude aux hommes parce qu'elles semblaient trop lourdes, trop techniques, trop risquées. Je ne voulais pas qu'on me fasse un cadeau. Je voulais qu'on ne puisse pas me le refuser. Quand j'ai obtenu une nouvelle promotion, j'ai senti pour la première fois que mon nom s'imposait sans discussion. Et ce n'était pas de la vanité. C'était une protection. Lucie, elle a changé aussi. Après l'épisode du collège, elle a d'abord tenté de se faire petite. Puis, peu à peu, quelque chose en elle s'est tendu autrement. Elle s'est mise à travailler avec une concentration presque féroce. Elle ne parlait pas beaucoup de sa journée, mais je la voyais réviser tard, entourée de feuilles, comme si elle cherchait, dans les chiffres et les phrases, un terrain solide où personne ne pourrait l'atteindre. Un soir, elle m'a demandé, sans me regarder, comment on fait pour ne pas se laisser salir. Je lui ai répondu que la boue colle surtout à ceux qui s'arrêtent, qu'on peut être blessé et continuer d'avancer. Et je lui ai répété ma règle, celle qui m'avait sauvée de la haine. Ne rends pas le mal pour le mal, rends le vrai pour le faux. La vérité prend du temps, mais elle finit par se tenir debout. Quand elle a eu son bac, j'ai pleuré dans la cuisine, seule, le visage contre un torchon. Pas parce que c'était un diplôme, parce que c'était une porte, parce que c'était la preuve qu'on ne nous avait pas cassés. Elle est partie étudier dans une grande ville, à 2 heures de train. J'ai continué de vivre à Rams, dans cette maison neuve, devenue vieille, cette maison qui avait attendu un mari et qui avait finalement accueilli une mère et sa fille. Je me suis surprise à l'aimer, malgré tout. Les murs avaient fini par prendre notre odeur, nos habitudes, nos silences. On y avait vécu du vrai. C'est à cette époque que j'ai compris la seconde chose essentielle. L'argent, quand on en a manqué, n'est pas un luxe. C'est une liberté. J'ai cessé de dépenser sans réfléchir. J'ai ouvert un compte épargne, puis un autre, puis un placement prudent. Je ne jouais pas. Je sécurisais. Je ne voulais pas devenir riche. Je voulais devenir intouchable. Et chaque mois, je mettais de côté une somme, parfois petite, parfois plus confortable, mais régulière, comme une respiration. Lucie ne me demandait presque rien. J'insistais parfois pour l'aider. Et elle me répondait cette phrase qui m'a déchirée et rendue fière à la fois. Je ne veux pas qu'on dise que je te coûte. Je lui ai dit alors quelque chose que je n'avais jamais formulé clairement. Aider ne veut pas dire décider pour. Mais une mère a le droit d'aider, parce qu'elle aime. Pas parce qu'elle veut acheter une reconnaissance. Je ne lui ai pas donné plus que ce dont elle avait besoin. Je lui ai donné surtout une certitude. Tu n'es pas un fardeau. Tu es une trajectoire. Et puis, au milieu de ces années de travail et de construction, le passé a de nouveau tenté de s'inviter. Pas par une insulte, par une convocation, un courrier lié à la maison. Je l'ai ouvert avec ce calme qu'on acquiert à force d'avoir déjà été frappé. Il s'agissait d'un point administratif, une mise à jour, une information sur un élément que je croyais réglé depuis longtemps. Et en lisant, j'ai senti mon cœur battre plus vite. Pas de peur, de lucidité. Dans l'ombre de la maison du mariage, il y avait un détail que Sébastien n'avait jamais compris. Une clause, une date, un nom sur un acte. Une petite ligne oubliée par ceux qui ne lisent jamais jusqu'au bout. Je suis restée assise longtemps, la feuille entre les mains. J'entendais le frigo ronronner, la pluie taper doucement contre la vitre. Et dans ma tête, une phrase s'est formée, nette comme une lame. Il a cru me laisser avec un décor vide. Il m'a laissé avec une clé. Ce soir-là, j'ai ressorti la chemise en carton. J'ai replacé chaque papier à sa place. J'ai vérifié les dates. J'ai revu les signatures. Et pour la première fois en 40 ans, j'ai souri sans amertume. Je n'avais pas préparé une vengeance. J'avais préparé une preuve. Et je savais que le jour où Sébastien reviendrait, ce ne serait pas pour réparer. Ce serait parce qu'il aurait besoin de quelque chose. Et ce jour-là, ce ne serait plus lui qui déciderait du scénario. Les années ont passé sans bruit, comme passent les trains qu'on ne prend plus. Lucie est devenue une jeune femme droite, précise, presque sévère avec elle-même. Elle avait choisi un domaine où les chiffres ne mentent pas et où les décisions ont des conséquences réelles. Elle y a trouvé un terrain à sa mesure. Elle n'était pas brillante au sens tapageur du mot. Elle était fiable. Et dans le monde du travail, c'est une force que peu savent reconnaître, jusqu'au jour où ils en ont besoin.
Quand elle a été recrutée dans une structure importante, je n'ai rien dit de plus qu'un « je suis fière de toi ». Les grandes joies chez nous ne faisaient pas de bruit. Elles s'installaient doucement, comme une lumière qu'on laisse allumer. Je savais seulement qu'elle avançait, et qu'elle avançait bien. C'est par un hasard très ordinaire que les chemins se sont recroisés. Un nom sur un organigramme, une signature au bas d'un document, une réunion où les regards se lèvent vers celle qui parle, non parce qu'elle élève la voix, mais parce qu'elle sait exactement de quoi elle parle. Lucie n'a pas cherché à savoir qui travaillait là, qui venait d'où. Elle faisait son travail, c'est tout. Un jour, elle m'a appelée, la voix neutre, presque détachée. Elle m'a dit qu'elle avait découvert quelque chose d'étrange. Une collègue plus jeune, récemment arrivée, portait le même nom que son père. Elle n'a pas posé de questions. Elle a seulement noté la coïncidence. C'était tout Lucie. Elle observait avant de conclure. J'ai su, à ce moment-là, que le passé était entré dans la pièce. La collègue s'appelait Inès. La demi-sœur, celle qui était née 5 mois après Lucie, dans un foyer reconnu, célébré, validé par tous ceux qui m'avaient regardé comme une erreur. Le monde a parfois ce sens de l'ironie discret et cruel. Lucie ne m'a pas demandé conseil. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'a jamais parlé de son père au travail. Elle n'a jamais utilisé ce lien. Elle a fait exactement ce que je lui avais appris sans le lui dire. Aider n'est pas décider pour. Elle n'a ni favorisé, ni freiné Inès. Elle a appliqué les règles, les mêmes pour tous. Et c'est ainsi que, lentement, sans éclat, la situation s'est inversée. Lucie a été promue, encore, puis placée à un poste de responsabilité qui impliquait des validations, des arbitrages, des signatures finales. Elle n'avait pas cherché le pouvoir, il était venu à elle parce qu'elle ne le réclamait pas. Hook, le jour où Sébastien a réapparu dans sa vie, ce n'était pas comme père, c'était comme demandeur. Il avait besoin d'un accord, d'un partenariat, d'un feu vert. Une opération qui dépendait indirectement mais sûrement de la structure où travaillait Lucie. Il s'est présenté avec cette assurance forcée des hommes qui pensent encore être chez eux partout. Et puis il a vu le nom sur la porte. Il a compris. Pas tout de suite, mais assez pour que son visage se fige une fraction de seconde. Lucie m'a raconté la scène plus tard, sans emphase. Elle m'a dit qu'il avait tenté un sourire, qu'il avait parlé d'anciens temps, de famille, comme si ces mots pouvaient servir de raccourci. Elle l'a laissé parler. Elle n'a pas levé la voix. Elle a simplement rappelé le cadre, les procédures, les délais. Elle lui a dit qu'elle examinerait le dossier comme les autres. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle n'était ni triomphante ni abattue. Elle était calme. Et c'est ce calme-là qui m'a bouleversée, parce que je l'ai reconnu. C'était le même que le mien, des années plus tôt, quand j'avais compris que le silence pouvait être une arme, à condition d'être préparé. Le lendemain, Sébastien a tenté de me contacter, directement, pour la première fois depuis longtemps. Sa voix était différente, plus basse, plus prudente. Il parlait de clarifier certaines choses, de mettre de l'ordre, les mêmes mots qu'autrefois, mais il n'avait plus le même poids. Je l'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. Et quand il a fini, je lui ai dit qu'il faudrait passer par les voies appropriées, par un notaire, par des écrits, que je ne faisais plus rien sans cadre. Il a raccroché sans protester. Ce jour-là, j'ai ouvert la chemise en carton une dernière fois avant l'étape finale. J'ai vérifié chaque pièce, chaque date, chaque signature, la maison, la clause, la clé. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à laisser la réalité faire ce qu'elle fait toujours quand on lui donne le temps, remettre chacun à sa place. Et cette place-là, pour une fois, n'avait rien à voir avec la honte. Je n'ai pas cherché à le voir. À 64 ans, on n'a plus besoin de scène. Les vérités importantes n'ont pas besoin de cris pour exister. Elles ont besoin d'un cadre, d'une table, de papiers bien rangés. J'ai donc demandé un rendez-vous chez le notaire, à Reims, un de ces bureaux où l'on parle bas parce que tout y a du poids. J'ai fait les choses comme je les avais toujours faites, légalement, lentement, sans colère. Sébastien est arrivé en avance. Il avait mis une veste sombre, trop ajustée, comme pour se tenir droit dans un rôle qu'il ne maîtrisait plus. Inès l'accompagnait. Elle évitait mon regard. Je n'avais rien contre elle. Elle n'était que le produit d'une histoire qu'il avait dépassée. Je l'ai comprise, peut-être trop bien.
Quand le notaire a ouvert le dossier, j'ai senti une étrange douceur m'envahir. Pas de joie, pas de revanche, une paix presque clinique. La maison est revenue dans la conversation, comme un fantôme qu'on n'avait jamais vraiment enterré. La maison du mariage, celle qui devait être leur victoire silencieuse, celle qu'il croyait avoir laissée derrière lui comme un décor inutile. Il ne l'avait jamais lue jusqu'au bout, cette histoire-là. La clause était là, claire, précise, signée à une époque où il était trop occupé à jouer au futur mari pour vérifier ce qu'il paraffait. La maison m'appartenait, elle m'avait toujours appartenu. À moi seul. Le montage juridique, la date, les signatures, tout était net. Sébastien a pâli. Inès a compris avant lui. Les notaires ont cette manière implacable de dire les choses sans émotion, et c'est peut-être ce qui fait le plus mal. Il a tenté de parler, de rappeler des souvenirs, d'invoquer le passé. Mais le passé, quand il est écrit, ne se négocie plus. Et puis il y a eu l'autre moment, celui que je n'avais pas prémédité, mais que la vie a offert avec une ironie presque tendre. Le notaire a mentionné le dossier professionnel lié à l'opération en cours. La validation finale dépendait d'une responsable. Il a prononcé son nom, Lucie. Mon ex-mari a baissé la tête. Pas longtemps, juste assez pour que je voie le geste. Ce n'était pas une humiliation publique, c'était une reconnaissance muette. Il venait de comprendre que la petite fille qu'il avait laissée derrière lui, que la société avait classée trop vite, dirigeait désormais une partie de son avenir. Lucie n'était pas là. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'avait rien à prouver. Elle faisait son travail. C'est tout. En sortant, Sébastien m'a regardé. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, juste une fatigue profonde. Celle des hommes qui réalisent trop tard que la force ne vient pas de ceux qui parlent le plus fort, mais de ceux qui tiennent. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas souri. Je suis partie. Aujourd'hui, quand je repense à cette vie, je ne me vois pas comme une victime. Je me vois comme une femme qui a refusé de disparaître. On peut être méprisé, isolé, presque chassé de son propre village, et pourtant rester debout. On peut être mère seule, pauvre, jugée, et transmettre autre chose que la honte. À celles qui ont gardé le silence trop longtemps, je veux dire ceci. Le silence n'est pas une faiblesse quand il est choisi. Il devient une force quand il est structuré. Notez, datez, apprenez, travaillez, aimez, sans vous excuser. Vos enfants n'ont pas besoin que vous gagniez contre quelqu'un. Ils ont besoin que vous leur rendiez une place digne. Un jour, ceux qui ont ri baisseront les yeux. Pas parce que vous les aurez écrasés, mais parce que vous serez restée droite. Et cela, personne ne peut vous le reprendre. Amanda, hi! Hello. Hi, babes. Wait, sorry, let's all say hi to Amanda for a second. Oh, look who's here to say hi to Amanda. Oh, you're there. Up you come. Up, up, uppies, ups. Hello. Oh, hey. Hello, interview. Yeah, they were good, right? Well, it ended up being one interview. Hi, Merlin. How did you get that? How did you get that channel point redeem? Welcome in. I've got 5 minutes walking alone in the dark. Okay, you're okay. How was Caden? Did you have fun? Oh my god, look at this sleepy boy. Look at this sleepy boy. Amanda, I'm just reconnecting with nature for a second because I was suffering. I was also just looking at your message. Little Oscar. Oh my god, I forgot you got to hang out with Oscar. I was just looking at your the photos that you just sent me. That if anyone was wondering, guys, that's what I was distracted by then. I was checking the photos I received from Amanda, and it's really funny. That's really good. I didn't see that. Was there an additional message with it? Hello, did you hear the noises he's making? Did you hear Amanda's name and get excited? Guess who's ready? Shut up. Is that? Oh, that was the song. Right, who requested this? Robsy, are you trying to stress me out? Kind of slaps, actually. Oh, sorry, do you not like that? Stop making that noise! Mwah. 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 Mwah, 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 mwah. Love this slaps. Okay. You
licking the microphone. Wait, do that again. That was really cute. Oh, he didn't make it. Can you hear the sniffs? Sorry, we can play the song again. Okay, Chew, babe. Hey, yo. You okay? The way he's sulking. Come on, out the way. You can't be up here the whole time. Oh my god, you're so cute with it though. You're so cute with it. Oh, hi, but you smell great. His birthday was good, Law. It was good. We went for a nice big walk in the morning. We went and got a pup cup yesterday morning. We had walkies. We had a run in the park. Then we came here and we worked all day. And then we finished early. We went to the pub. Went for a few pints at the pub. Please check text one last time. Okay. Oh, sick. Love that, Amanda. Love that so much. Love that for you. Wait. My dog, who's very nervous, came with me to the garage and we walked home in an area we haven't been in. She's so brave. Oh, bless. Up here. Up. Wait. Sorry. I just have to text my best friend. Sorry, my best friend's in the same country as me and I'm not hanging out with her. And I've not been able to communicate with her all evening because I've been streaming and she's been busy. Okay, there we go. Love you. Have fun. Have a fun rest of your evening, Amanda. I love you. Please reply to that though. So sorry, Chewy and I, we went for a few pints at the pub last night and then we came home and I got pizza because Chewy's favorite food in the entire world is pizza crusts. Love you. Smooches. So we sat and had pizza crust and we went to bed. Had a lovely, all round a lovely evening. Sorry. Okay, everyone say bye, Amanda. Everyone say bye, Amanda. Love you, Amanda. Okay, right. Back to the game. Okay, I'm sorry. That was just me centering myself. This song. I did say I will skip songs.